Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Einstein. Ici, comme promis, je vais tenter de vous expliquer les mécanismes du placement et par extension les mécanismes du placement abusif et sans motif. D'où vient le problème et surtout pourquoi ni les parents ni leurs avocats ne peuvent grand-chose pour éviter le drame. Je vais volontairement rester schématique dans mes explications afin de faire court et surtout afin de ne pas me perdre dans les détails. Le problème vient donc essentiellement de la loi et du fonctionnement de la justice en France. Explication dans l'écran suivant. Donc nous y voici. Merci d'avance de votre indulgence pour les bafouillages. Jusqu'ici tout va bien, rien de bien compliqué. Le gouvernement propose des lois, celles-ci sont votées par les députés qui forment l'Assemblée nationale. Un certain nombre de grands principes régissent ces lois. Nous allons retenir ces trois-là, parce qu'ils sont importants pour comprendre la suite. Le principe de l'égalité. Un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi préexistant à l'acte qui lui est reproché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner n'importe qui pour n'importe quoi. Il faut nécessairement qu'il y ait une loi en amont qui explique que ce qu'a fait l'individu est répréhensible. Ensuite, il y a le principe du contradictoire. Chacune des parties à une procédure doit être mise en mesure de discuter les faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont posés. C'est-à-dire qu'il faut que se crée une forme de débat. Chaque partie a le droit d'argumenter, de se défendre et d'exposer son point de vue. Et c'est le juge ensuite qui tranche. Le principe de la présomption d'innocence, celui-là tout le monde le connaît, toute personne mise en cause est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par la justice. Je précise bien la justice. Les articles qui composent ces lois sont regroupés dans différents codes. Il y en a plusieurs, une loi fait donc référence à différents codes, elle est en quelque sorte découpée. Par exemple, la loi relative à la protection de l'enfance, qui est celle qui nous intéresse ici, est composée d'articles qui figurent au Code civil, au Code de l'action sociale et des familles, au Code de l'éducation, etc. Ces codes, ces recueils d'articles de loi sont utilisés dans les différentes procédures au sein du tribunal compétent à traiter de la procédure en question. C'est-à-dire que chaque code sera utilisé dans tel ou tel tribunal en fonction de telle ou telle procédure. Alors je ne sais pas si vous y voyez bien, j'espère que oui. Les tribunaux se répartissent aussi selon deux ordres. Le judiciaire d'une part et l'administratif d'autre part. L'administratif c'est ici, le judiciaire c'est tout ça. L'ordre judiciaire se découpe lui-même en deux groupes de juridiction, l'un civil, ici, l'autre pénal, là. En d'autres termes, on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut en matière de justice. Quand un citoyen demande que justice lui soit rendue, sa demande suivra un parcours balisé et précis. Il n'aura pas le choix du tribunal, ni de la procédure, ni des lois qu'il utilisera pour défendre ses droits. Donc ici, dans les juridictions civiles, vous avez tous les tribunaux qui traitent les litiges dits civils, et ici, dans la juridiction pénale, vous avez tous les tribunaux qui traitent les litiges au pénal. Par exemple, dans une procédure civile, on ne peut invoquer le code pénal. C'est l'un ou c'est l'autre. Si on se trouve dans une procédure civile et qu'on tient à ce que son adversaire soit condamné, il faudra initier une autre procédure, mais cette fois-ci au pénal. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? J'espère n'avoir perdu personne. La suite est plus captivante, vous allez voir, vous allez comprendre. Ici, la procédure civile, ou plutôt les procédures civiles, traitent les litiges. Si vous avez un différend entre époux, entre voisins, par exemple entre clients et prestataires de services, c'est ici, dans un des tribunaux de la partie civile de l'ordre judiciaire,
que vous vous trouverez. Pour lancer la procédure, vous devrez saisir le juge de la juridiction compétente dans le traitement de votre litige. Vous devrez rédiger ou faire rédiger par avocat soit une requête, soit une assignation. Ça dépend de la procédure. Ce qui permettra d'expliquer au juge votre problème et les solutions que vous souhaitez y voir apportées. Parallèlement, afin de respecter le principe du contradictoire qu'on a vu plus haut, votre adversaire sera tenu informé de cet acte, la requête ou l'assignation. S'il s'agit d'une procédure orale, vous ne serez pas tenu de rédiger des conclusions ni de transmettre des pièces. Votre argumentaire sera uniquement verbal au cours de l'audience. Il en sera de même pour votre adversaire. Le débat de ces arguments aura lieu en présence du juge qui servira d'arbitre. S'il s'agit d'une procédure écrite, en revanche, vous serez dans l'obligation d'échanger vos pièces et vos conclusions avec votre adversaire avant l'audience. Vous aurez également la possibilité d'énoncer vos arguments et prétentions le jour de l'audience. Le juge tranchera au moment du délibéré. C'est lui qui fera la part des choses. Les juridictions pénales, deuxième volet de l'ordre judiciaire, traitent les infractions. On l'a vu, selon le principe de l'égalité, rien ne peut être reproché à qui que ce soit si ce n'est pas inscrit dans la loi avant. Autrement dit, s'il n'y avait pas une loi qui sanctionne l'assassinat, chacun d'entre nous pourrait, en toute impunité, faire disparaître de la surface de cette terre qui bon lui semble. Au pénal, ce qui va initier la procédure, le procès, c'est une plainte ou une dénonciation de fait, par la victime elle-même, un témoin, un officier de police, peu importe. Les motifs de plainte ne sont pas infinis. Il faut nécessairement que le motif corresponde à une infraction aux lois. Dans le cas d'une agression, par exemple, le procureur sera saisi par les forces de l'ordre au moyen d'une enquête dite préliminaire, qui est censée recueillir suffisamment d'éléments pour prouver la culpabilité de l'agresseur. Muni de son dossier, le procureur, qui représente la société, lance ainsi les poursuites et initie le procès. Le dossier est alors transmis au juge d'instruction qui consultera le dit dossier de la défense, c'est-à-dire l'avocat de l'agresseur, celui de l'accusation, c'est-à-dire la victime, et celui du procureur. La parole sera donnée à chacun, toujours afin de respecter le principe du contradictoire et éviter ainsi de condamner quelqu'un à tort. Au pénal, le prévenu ou l'accusé ont la possibilité de se défendre. Il a accès à son entier dossier. De même qu'au civil, le juge assiste au débat et rend sa décision en fonction de ce qui a été débattu. La procédure qui nous intéresse en matière de placement abusif, c'est la procédure d'assistance éducative. Elle se déroule au tribunal pour enfants, et ce tribunal est rattaché au volet civil de l'ordre judiciaire, ce qui peut surprendre, d'autant que cette procédure fonctionne plutôt comme un procès au pénal. Lorsqu'un enfant est supposé être maltraité, quelqu'un, n'importe qui, parfois l'enfant lui-même, donne l'alerte par tout moyen. Ça peut être un appel au 119, un signalement au procureur, une sollicitation directe des services sociaux par l'école, etc. Cela constitue ce qu'on en appelle une information préoccupante. À l'instar du procès pénal, cette IP, information préoccupante, n'est autre qu'une plainte ou une dénonciation de fait. Cette IP est gérée par la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes. Un pré-rapport sera rédigé et transmis au département qui est chargé de gérer à son tour le service de l'aide sociale à l'enfance. En effet, ce service n'est pas géré par l'État. L'aide sociale à l'enfance, on dira l'ASE, à la demande du juge des enfants, va réaliser ce qu'on appelle une mesure judiciaire d'investigation éducative, une MJIE, c'est-à-dire un premier rapport. Ce rapport fait office d'enquête, comme dans un procès pénal. Ce rapport enquête est transmis au JDE, au juge des enfants. C'est donc l'ASE, au travers de ce rapport, qui initie la procédure, car c'est en fonction du contenu de ce rapport que le juge statuera. Entre parenthèses, l'IP peut également être transmise au parquet des mineurs dans les cas les plus graves. La procédure sera différente, nous n'en parlons pas ici, afin de ne pas nous perdre dans les détails.
parenthèse fermée. Donc, dans notre procédure, s'agissant d'une procédure orale, aucun écrit, aucun autre écrit que ce rapport, aucun échange de pièces n'est demandé. Le juge entendra respectivement l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, les parents et l'enfant au cours de l'audience. La décision du juge sera rendue ultérieurement. Il pourra s'agir d'un non-lieu, d'une assistance éducative en milieu ouvert, dite AEMO, ou d'un placement. Cette procédure d'assistance éducative obéit à un certain nombre d'articles de loi. Nous en retiendrons 3 principaux. Le premier, l'article 375 du Code civil. Souvent cité par les services sociaux, cet article précise que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice. Autrement dit, pour qu'il y ait placement de l'enfant, il faut qu'il y ait gravité de la situation de l'enfant. Le placement est une possibilité, mais pas une obligation. Le problème, c'est que la notion de gravité n'est définie nulle part, ni dans cet article, ni dans un autre. Le caractère grave est donc soumis à la seule appréciation de celui ou de ceux qui rédigent le rapport, à savoir l'ASE. Dès lors, à défaut de définition claire, les erreurs d'appréciation deviennent possibles. Il en est de même pour la notion de danger, elle n'est clairement définie nulle part. Dans ces conditions, tout et n'importe quoi peut être interprété comme un danger. Et c'est le cas, c'est ce qui se passe. Mère fusionnelle, conflit parental, comportement atypique de l'enfant, et j'en passe. Tout ça, ça peut passer pour du danger. Toujours dans le Code civil, l'article 1187 nous informe cette fois que l'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de toute ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent. Ainsi, à contrario du procès pénal où le prévenu et l'accusé ont accès à leur entier dossier, ici ce n'est pas le cas des parents. Seul l'avocat peut avoir une copie écrite de ce dossier, sans pour autant avoir le droit de le transmettre à ses clients. De plus, dans cette procédure, la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Autrement dit, si vous n'avez pas d'avocat, vous n'aurez pas d'accès à ce rapport. On ne vous le transmettra pas. À tout le moins, vous pourrez seulement le lire au greffe du tribunal, sur prise de rendez-vous, aux heures d'ouverture. Cerise sur le gâteau, même lorsqu'ils demandent copie des rapports, même lorsque les avocats demandent copie des rapports, les greffes ne leur transmettent pas, ou très rarement. Là encore, les témoignages abondent en ce sens. Ainsi, si vous êtes accusé d'un des plus grands des crimes, c'est-à-dire maltraiter un enfant, le vôtre en l'occurrence, tout ce que vous aurez la possibilité de faire pour savoir ce que l'on vous reproche et préparer votre défense, c'est lire le rapport de l'ASE qu'elle a rédigé contre vous. On pourrait se dire, et moi-même j'ai tendance à me le dire, que ceux qui maltraitent les enfants ne méritent pas la pitié, et que quelque part c'est justice de leur retirer leur droit à pouvoir se défendre s'ils sont coupables. S'ils sont coupables, oui, peut-être, mais les autres, ceux qui ne le sont pas. À la lecture de l'article 223-5 du Code de l'action sociale et des familles, on pourrait se croire sauvé. En effet, selon la loi, le contenu et les conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute personne exerçant l'autorité parentale. Sauf qu'en pratique, ce n'est pas du tout ce qui est fait. L'ASE
tout au plus, va vous lire les grandes lignes de ce rapport, qui fait des pages et des pages et des pages. Ou alors elle vous en fera un résumé oral, mais la plupart du temps, elle se contente de vous informer que vous pourrez le consulter, ce rapport, au greffe. Précision faite que ce rapport sera déposé au greffe quelques jours seulement avant l'audience, parfois même la veille. Et comme rien nulle part dans aucun code ne prévoit de sanctionner cela, pas d'infraction si pas de loi préexistante, cette façon de faire se poursuit en toute impunité. Donc, même si la loi vous donne un petit droit, ce droit n'est pas appliqué, et si ce droit n'est pas appliqué, rien ne le sanctionne. Pourtant, toujours au sujet de cette investigation et de ce rapport, la note relative à la mesure d'investigation judiciaire du 23 mars 2015, rédigée par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, cette note, elle, nous apprend que la manière dont l'investigation est conduite est un élément primordial de l'investigation, que l'expérience prouve que la qualité de cette investigation peut même conduire à un non-lieu, que la dimension contradictoire de la procédure doit conduire à la vérification et à la confrontation des éléments avec les intéressés, qu'il est nécessaire que les conclusions de l'investigation soient systématiquement exposées aux intéressés et discutées avec eux avant d'être adressées aux magistrats. En dépit du fait que dans cette note, les parents concernés sont d'emblée présumés coupables, on croit rêver. Le débat contradictoire, c'est donc là qu'il devrait avoir lieu selon la loi. Ainsi, le juge recevrait un rapport déjà débattu, sans arbitre, sans garde-fou, à la lecture duquel il n'aurait plus qu'à prononcer la décision, l'audience n'étant plus qu'une simple formalité. C'est donc au cours de la restitution de ce rapport par l'ASE aux parents incriminés que ces derniers auraient la possibilité d'objecter et ainsi se défendre des accusations qui pèsent contre eux. En l'espèce, non seulement ce n'est pas le cas, le rapport n'est non seulement pas restitué aux parents, et encore moins débattu, mais en plus cela donne tous les pouvoirs à l'ASE qui, dans ces circonstances, est à la fois juge et partie. C'est elle qui doit enquêter à sa façon, c'est elle qui doit vérifier toutes seules les informations dont elle dispose, via la CRIP, sans le moindre cahier des charges, c'est elle qui doit mesurer la gravité des faits selon ses propres critères, c'est elle qui est censée recueillir les objections des parents et qui doit mener le débat contradictoire, c'est elle aussi qui préconise l'issue. Il ne manquerait plus que ce soit également elle qui allume le bûcher et qui actionne la guillotine. Le juge ne joue plus son rôle d'arbitre, c'est l'ASE qui le fait. La présomption d'innocence dont on parlait tout à l'heure implique que la culpabilité doit être légalement établie par la justice. Là, la culpabilité, elle est établie par l'ASE, pas par le juge. Le juge, donc, ne joue plus son rôle, et encore une fois, rien nulle part ne sanctionne les défauts, les défaillances de l'ASE. Les parents, dans ces conditions, ne peuvent pas se défendre. Ça ne leur est pas permis. L'issue préconisée par le rapport de l'ASE, c'est quand même le placement. Pas à chaque fois, certes, des fois il peut s'agir d'une AEMO, mais c'est déjà une expérience très traumatisante pour l'enfant comme pour ses parents. Je vous pose la question, quel pire cauchemar que de se voir retirer son propre enfant quand on n'a rien fait de mal? Comment se fait-il que la loi permette ça? Que fait la loi pour protéger ces enfants-là, de cette maltraitance-là? Parce qu'il s'agit là aussi de maltraitance. Priver un enfant de sa famille sans qu'il y ait la moindre raison à cela, c'est purement de la maltraitance. À la fin de cette vidéo, vous trouverez les coordonnées de l'ASSO et les liens vers le site et vers la pétition, parce qu'il y a une pétition qui est en ligne depuis un certain temps. Dans le site, il y a une page dédiée à la collecte de différents témoignages qui corroborent tout ce que je vous dis ici. Ce sont des témoignages d'hommes politiques, de journalistes, d'avocats, toutes sortes.
La pétition, quant à elle, contient tous les liens de toutes les sources de renseignements qui y sont citées. Je vous remercie de liker et de partager cette vidéo. Je vous remercie de nouveau de votre indulgence, de votre attention et de votre bienveillance. À bientôt.